Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un membre de l'opposition. Ça fait tellement longtemps que je reçois quelqu'un de l'opposition dans mon pays. Je reçois pour vous le porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, Néhémie Kiam. C'est avec lui. Nous allons, comme à l'accoutumée, décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir et bonne année. Merci Madame Kimonto. C'est un grand plaisir d'être sur votre plateau. C'est Magazine Info 7 qui ne reçoit que des éminences grises. Donc c'est un grand honneur pour moi. Je vous en prie. Le PPRD aujourd'hui dans l'opposition, comment vous vous sentez personnellement? L'opposition n'est pas une fatalité. L'opposition c'est une école de formation. C'est un apprentissage bien que laborieux pour nous parce qu'on a passé beaucoup de temps dans le pouvoir. Le PPRD a été créé dans le pouvoir. Et c'est une première tentative pour nous de faire l'opposition dans ces pays, alors qu'on avait tous les moyens pour consolider notre pouvoir, pour pérenniser notre vision à la tête de l'État. Mais la politique a ses réalités. Ce n'est pas une fatalité. Nous continuons d'apprendre. Nous continuons à chercher à adapter les combats aux enjeux actuels. L'enjeu majeur, c'est les renouvellements aujourd'hui. Et c'est pour ça que, vous voyez, nous passons de temps à temps ici, nous commençons à lever la voix pour rajeunir nos structures politiques et surtout l'adapter aux enjeux en jeu et aussi à venir. Combien de PPRD aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a 200 de cloches au sein de ce grand parti. Les jeunes, il y a une tendance qui veut la tête de Ramazani Chadari. Madame Kimonto, moi je pose la question clairement. Parce qu'ils sont passés, ils ont dit ils n'en veulent plus. Il les a conduits à la perte. On doit changer pour que le PPRD soit sauvé, permettez l'expression. Mais vous êtes dans l'autre aile, l'aile qui veut la procédure légale pour faire partir Ramazani Chadari. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre transgénérationnelle au sein du PPRD aujourd'hui? Vous n'aimez plus le vieux au sein de votre parti? Non, pas du tout. Je ne sais pas ces villages qui n'est composé que de jeunes. Je ne sais pas ces villages qui éliminent tous ces jeunes. Ces villages n'auront plus de repères. Moi, je ne personnalise pas le débat. Je n'ai pas un problème avec les individus. J'ai un problème avec les idées, les pensées, les convictions que les individus défendent. C'est vraiment un débat de très bas étage, de se rassembler, d'inviter la presse et commencer à attaquer des individus au lieu d'attaquer les idées et les convictions de ces individus-là. On peut perdre, oui, il y a nécessité aujourd'hui de renouveler notre parti et surtout à tous ces postes dirigeants. Parce qu'après avoir perdu les pouvoirs, après avoir vécu une succession de défaites à l'Assemblée nationale, au gouvernement et partout, il fallait qu'on fasse des introspections. Il fallait que le PPRD, le parti, s'adapte aux enjeux du moment. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est les renouvellements. La classe politique se renouvelle aujourd'hui partout au monde. Et après un certain temps, une génération qui a conduit les choses jusqu'à ce que nous arrivons là où nous sommes aujourd'hui, elle a l'obligation de passer les flambeaux à une nouvelle génération qui va pérenniser les combats, qui va pérenniser la lutte, mais tout en maintenant l'équilibre intergénérationnel. Rajeunir les partis ne veut pas dire qu'il faut enterrer les vieux. Non. Tous ces jeunes qui font du bruit aujourd'hui, qui dérangent la presse comme du perroquet, tous ces jeunes-là sont tous sortis des entrailles de ce vieux qui cherchent à faire partir aujourd'hui. Et en politique, il faut une certaine reconnaissance. Mais les jeunes aussi se plaignent de foi la politique, les marchepieds de ces vieux-là. Non, pas du tout. Mais vous avez pas du tout, Madame Kimonto. Laissez les autres s'exprimer, disent non, nous voulons pas plus du tout, Madame les Kimonto. marchepieds Les de ces débats, vieux. oui. Les débats dans tout parti politique, dans tout mouvement politique, dans toute formation politique, les débats sont normaux, sont ouverts. Il faut les faire, il faut parler, il faut lever la voix. Mais pas arriver jusqu'au point d'exposer les partis à la presse publique. Ce qu'ils font, il faut qu'on le dise clairement. Ils ont déjà quitté les partis. Ils n'ont pas le courage de l'assumer. Parce que personne, aucun jeune au PPRD, je dis bien aucun jeune, là je vous parle comme la voix officielle de la Ligue des jeunes du PPRD. J'ai été nommé par le président national du parti, sous proposition du sénateur permanent. On a été nommé dans le comité Sage Kadima, légalement. Et nous lorsqu'on parle, on engage les partis. On a un mandat légal de parler au nom de la jeunesse du PPRD. Aucun jeune du PPRD n'est contre les renouvellements ou les rajeunissements de la direction de notre parti. Mais la procédure doit être pacifique. On ne peut pas chercher à rajeunir les partis tout en enterrant une génération, la génération qui nous a précédés. C'est pas normal. Okay. Et moi je me dis, ils veulent un parti politique où il y aura que des jeunes,
ils n'ont qu'à aller créer leur parti, où il y aura que des jeunes, où il n'y aura pas des vieux. Mais nous, au PPRD, nous voulons que ces renouvellements, ces rajeunissements se fassent en bonne entente, une transition pacifique, et surtout que notre leader, le président Kabila, est l'artisan de l'alternance à la tête de l'État, à la présidence. Vous avez vu comment il a passé les flambeaux démocratiquement au président Tshisekedi. Et pourquoi ne pas les faire au PPRD? Qu'une nouvelle génération prenne la direction du parti, tout en ayant la bénédiction de la génération qui nous a précédée. Précédente. Le message est passé, mais nous allons continuer avec cette lancée toujours. Nous allons commencer par le social, mesdames et messieurs. Vous le savez, on a annoncé la reprise de cours d'ici le 22 février. Les classes reprennent, mais beaucoup de questionnements, parce qu'on a dit qu'on va échelonner cette rentrée, et beaucoup de gens vont écrire pour demander au gouvernement comment ça va se passer pour les élèves qui étudient, par exemple, les après-midi, qui habitent loin, avec le couvre-feu à 21h. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va lever le couvre-feu? Je ne sais pas. Ben, on va en parler tout à l'heure. Et évidemment, l'Ebola qui reprend du service en République démocratique du Congo. Quelques cas ont été annoncés. Mais ce n'est pas seulement au Congo. J'ai lu ce matin que même en Guinée aussi, l'Ebola a repris. Premier condensé, mesdames et messieurs. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement des mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée. L'Organisation mondiale de la santé a envoyé des vaccins contre Ebola en RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Le nouveau cas a été confirmé dans la zone de santé de Butembo. Il s'agit d'une femme qui est décédée de cette maladie. Sur le terrain, les épidémiologistes de l'OMS sont en train d'enquêter. Plus de 70 contacts ont été identifiés. L'agence onusienne aide les autorités locales et nationales à les retrouver et à leur fournir de soins si nécessaire. L'OMS a envoyé une équipe de réponse rapide pour apporter son soutien en cas de besoin, a précisé le directeur général Tedros Adhanom lors d'une conférence virtuelle. À l'en croire, grâce à l'énorme capacité mise en place lors de la dernière épidémie en RDC, les autorités sanitaires provinciales congolaises ont une expérience significative dans la réponse au virus et dans la prévention de sa transmission. Le directeur général de l'OMS soutient que jusqu'à présent, aucun cas d'Ebola n'a été identifié en RDC, mais il est possible qu'il y ait d'autres cas car la victime a eu des contacts avec de nombreuses personnes après être devenue symptomatique. Bref, 2 vaccins contre Ebola sont en cours d'envoi dans la région et la vaccination commencera dès que possible, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Naomi Kels. Les cours ont repris ou reprendront le 22 février. 4 mois à peu près, depuis décembre, qu'on a arrêté, décembre, janvier, février, donc 2 mois et demi presque de vacances, entre guillemets. Comment rattraper ce retard? Est-ce que... Bon, la pandémie... Plusieurs jours déjà sans cours. Comment rattraper ce retard?
Bon, on aurait dû lever ces mesures tôt parce que partout au monde, on voit cette pandémie reprendre encore, à déranger La deuxième vague. la deuxième vague. Mais il y a une réalité que nous devons tous comprendre. Nous ne devons pas chercher à éliminer le corona. On doit chercher à vivre avec. On doit vivre avec en respectant les gestes barrières. C'est pas assez difficile. Hein. Il faut seulement une certaine prudence. C'est laver les mains régulièrement, mettre son masque, éviter des contacts physiques et respecter la distanciation physique comme on a recommandé par des médecins. Et surtout pour les enfants, les cours, on s'inquiète beaucoup plus parce que il n'y a pas trop d'abord du civisme dans nos mentales, dans le mental congolais. Le civisme n'est pas une pratique vraiment fréquente. Le civisme sanitaire comme le geste barrière, je me demande si ça va passer dans l'opinion, parce que les Congolais en général, c'est un peuple qui ne s'intéresse pas vraiment au civisme. Têtu, oui, qui pense qu'il est immunisé, qui ne peut pas... vraiment pas à cette maladie. Même jusqu'aujourd'hui, on voit des coins où, ici à Kinshasa, où le couvre-feu n'est quasi pas respecté. Il y a des coins où vous allez voir à 21h, 22h, les gens en train de boire dans des bistrots, dans des bars. Et la police aussi passe, ne dérange pas la police, elle-même aussi se mêle dans ces pratiques festives, en train de boire et s'enivre avec la population. Mais on a vu donc quand on doit respecter quelques arrestations de la police musclée. Bon, c'est pas partout. On a vu. La Gombe, oui, la Gombe c'est les reflets. La Gombe c'est les reflets, c'est les centres. C'est comme la capitale de Kinshasa, c'est normal. Mais il faut aller à la cité, il faut aller à Matongé, il faut aller à Kingasani. Bandal et tout ça. Là, les couvre-feux n'est pas respecté. Même jusqu'à vers minuit. Hein. Il y a des gens, même on voit sur Facebook, des gens qui font des lives à 21h, à 22h en train de rouler. À 23h en minuit en train de rouler. Pas facile, hein. Bon, avec la police fait quand même bien son travail, il circule, elle arrête, elle donne des conseils pour les gens qui ne respectent pas le couvre-feu. Bon, les interpellations se font, oui, mais il faut que ça se fasse en respectant toutes les règles recommandées à la matière, parce que la police, notre police, lorsqu'elle interpelle, on sait comment elle fonctionne. On vous vole, votre interpellation va se solder par des vols, de perte de téléphones, de portefeuilles, ainsi de suite. Il faut aussi qu'on revoie les choses dans ces secteurs-là. Il faut qu'on instruise encore nos policiers, parce qu'il y a trop de bavures dans les arrestations. Le premier cas d'Ebola sous Félix-Antoine Tshisekedi, l'Ebola revient. Un petit détour en arrière. Sous Kabila, comment on avait géré encore cette crise ? C'était toujours Mouyembe, non, à l'époque? Oui, c'est nous l'expert, c'est notre virologue référence, c'est la personne, c'est un savant, moi je l'appelle savant. C'est une tête, vraiment une réserve pour la République. Mais comment expliquer cette résurgence de l'Ebola chez nous à chaque fois comme ça? Bon, c'est une maladie très compliquée, très compliquée. J'ai eu une fois à m'instruire, à regarder un peu, à m'enrichir sur ça. C'est une maladie très compliquée qui se transmet... on ignore même ces modes de transmission jusqu'à aujourd'hui. Les traitements, c'est vrai, le traitement est efficace. C'est une maladie curable, ça se soigne, mais je ne comprends pas comment ça revient à tout moment. Non, Mouyembe va être sur les deux fronts, Covid, Ebola qui revient. Nous lui souhaitons bonne chance parce que ce n'est pas facile. C'est le premier cas en Ituri, en République démocratique du Congo. J'espère qu'on va se battre pour concentrer, pour mettre à l'écart ce cas, que cela ne se propage pas. Oui, et bizarrement, la maladie en question, l'Ebola, a souvent dérangé l'intérieur du pays. Je ne sais pas si ça a déjà dérangé à Kinshasa. Mais je me rappelle que lors des élections, il y a une partie de la République qui n'a pas pu voter à cause de l'Ebola. Vous vous rappelez, à l'est de la République. Oui, je me rappelle. Oui. Donc nous espérons vraiment qu'on va contenir cette maladie. On doit mettre en place des politiques sanitaires efficaces qui vont répondre qui vont nous amener à trouver des solutions solides, pas seulement des solutions temporaires, parce que là je me dis, on a eu à éradiquer récemment Ebola, on avait même fêté ici qu'Ebola est fini au Congo, mais là revoir encore Ebola revenir... Mais 18 ans après, qu'est-ce que vous n'avez rien... On vous jettera toujours ça à la figure Némi Kiam, c'est 18 ans, qu'est-ce que vous avez créé comme structure sanitaire en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous avez fait sur le côté santé? Qu'est-ce que Kabila mais quand vous parlez des 18 ans, quand vous dites aujourd'hui qu'on va faire une politique, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 18 ans? Mais ce sont ces 18 ans-là qui nous ont amené un nouveau président d'aujourd'hui.
vous et moi, on n'imaginait pas une seule seconde, en 2015, on n'imaginait pas que le président Félix allait devenir chef de l'État aujourd'hui. Ces 18 ans-là l'ont laissé des institutions fortes. Il a eu la chance d'accéder au pouvoir et avoir un État organisé, un État digne de ses noms. Parce que nous par cette, ça c'est un État digne de ses noms, parce que notre pays, il a respecté la Constitution. En 2001, lorsque le président Kabila a pris la direction de notre pays, ce pays n'était pas un État. Ce n'était pas un État. Les pays étaient divisés en plusieurs administrations. Il y avait des rébellions partout. Le gouvernement de Kinshasa ne contrôlait pas certains coins du pays. Et vous savez, nous sommes allés au Sand City, dialogue inter-congolais. Ça s'est terminé avec le gouvernement 1+4. Le président Kabila a eu la souplesse et l'ouverture d'esprit d'accepter de partager son pouvoir avec 4 vice-présidents. Ça ne s'est jamais fait au monde. Et ces vice-présidents-là, 2 étaient des rebelles, qui avaient des contrôles, qui contrôlaient une partie du pays, qui avaient des milices, des militaires armés. Et il a fait avec pendant 3 ans, jusqu'à nous amener aux premières élections démocratiques dans notre pays. Il faut au moins lui reconnaître ça. Il a réunifié les pays, il a pacifié les pays, il a tout accepté pour la paix. Vous savez que le pouvoir est comme l'alcool. Une fois qu'on y goûte, c'est difficile pour s'en détacher. Mais le président Kabila, là, vous n'avez pas du tout le président Kabila a eu à laisser les pouvoirs pacifiquement, alors qu'il avait tout le contrôle du pays, il avait tous les attributs du pouvoir. On le sait tout ça, mais sur le plan sanitaire, qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous extrapolez, on mais tout ça, sur le plan sanitaire, Madame Kimoto, sur le plan sanitaire, Madame Kimoto, sur le plan sanitaire, quel est votre legacy, votre héritage? Qu'est-ce que vous avez laissé? On a construit beaucoup d'hôpitaux dans ces pays. Ah bon? On a construit beaucoup d'hôpitaux. On a amélioré les conditions de vie de nos personnels de santé. Le salaire qu'on nous maintient aujourd'hui, c'est le président Kabila qui les a ramenés à ces montants-là. Les infirmiers et tout le monde. C'est aussi une amélioration des structures sanitaires, des conditions sociales de personnel de santé. Il y a beaucoup d'hôpitaux qu'on a construits à l'intérieur du pays. Partout, si vous partez au Maniema, on a construit beaucoup d'hôpitaux là-bas. Revenons à Kukwit. Vous avez construit quelque chose à Kukwit? Au Kwilu? Le président Kabila a fait quelque chose. C'est vrai, il n'a pas fait tout, mais il a quand même fait quelque chose. Au Kasaï, il n'avait rien fait. Non, Madame Kimoto, il ne faut pas que nous pensions que le président peut tout faire par coup de bâton magique. 18 ans. Parce que 18 ans de pouvoir et de règne. Mais il a fait quelque chose, Madame Kimoto. Il a fait quelque chose. Il faut aller voir partout. Il y a une modernité qui s'est vue au Congo. Et cette modernité-là, c'est l'héritage de Kabila. Et nous voulons que le président Tshisekedi continue dans la même lancée, continue dans la même perspective de moderniser, de reconstruire encore le pays. Qu'il se concentre au travail. Nous allons d'ailleurs parler de la faisabilité de chemin de fer. Les investisseurs allemands sont arrivés. On va construire le chemin de fer en République démocratique du Congo. C'est vrai que Néhémie Kems nous dit que Kabila nous a laissé quelque chose. Kabila a passé le pouvoir pacifiquement. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Mais le Congolais, d'en bas, comme on dit, ne ressentent pas ces 18 ans de pouvoir. Surtout sur le côté infrastructure. Vous avez dit que vous avez eu la vision de 5 chantiers. Nous allons en parler tout à l'heure. Et nous allons parler aussi, nous allons aller vers le Congo central pour parler de l'inauguration du pont Tchela. Investissement de 25 milliards de dollars américains pour notamment connecter les 26 provinces de la RDC, d'une part, et d'autre part connecter la RDC de ses 9 voisins à travers l'entreprise Congo Railway Development. La vision adoubée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris corps ce lundi 8 février à travers le lancement des travaux d'études de faisabilité à la salle UP de Campiski Hotel. En ce jour, vraiment lance les études de faisabilité pour le projet qu'on vient de nous présenter. Et au nom de Dieu, nous allons plus sérieusement pour permettre à ce que ce grand projet puisse se réaliser. Congo Railway et la RDC font désormais route ensemble sur base de la convention de la collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation des activités ferroviaires en RDC, précise ici le directeur général de l'entreprise, Richard Mwamba.
Cette concession, d'une durée de 30 ans, porte sur 10 000 km de réseau ferroviaire, dont 5 000 existants et 5 000 nouveaux à construire. C'est ainsi que le fromage de Goma, qui aujourd'hui arrive péniblement par avion, atterrirait à moindre frais dans l'assiette des compatriotes de Matadi. Les bitoyo de Lubumbashi arriveront fraîchement à Kikwit. Le maïs de Kanyamakasese sera consommé ici à Kinshasa. Mais ce n'est pas fini. L'entreprise Congo Railway ajoute au projet ferroviaire d'autres projets connexes. Il s'agit du projet de la production d'électricité à partir de centrales photovoltaïques et à partir de centrales à biomasse. L'électricité qui sera produite servira à alimenter le chemin de fer et propulser les trains. Le deuxième projet portera sur le déploiement et l'exploitation de la fibre optique tout le long du chemin de fer. Le troisième projet porte sur le développement immobilier. Ce projet aura comme vocation de transformer les gares en parcs immobiliers comprenant des centres commerciaux, de magasins, de bureaux, des banques, des hôtels et des appartements. Une vision que partage le chef de l'État avec un groupe de patriotes congolais. Nous avons une équipe et je veux vous introduire, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre équipe, c'est notre directeur général Richard Mwamba qui a déjà parlé. C'est notre administrateur, Dr Dinanga Chingoma. C'est notre administrateur, M. Gabriel Chabani. Et notre administrateur, M. Godefroy Kankou Chitungu. Merci. Au sortir de la cérémonie, le ministre d'État, ministre des Communications et Médias, Jolino Makelele, n'a pas manqué de louer le patriotisme du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doublé de l'optimisme. D'abord, je tiens à présenter mes félicitations, les félicitations en tout cas de tous les Congolais, au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru en ce projet. Pour certains, ce projet était chimérique et au regard du coût du projet, personne ne pouvait s'imaginer que la République démocratique du Congo pouvait s'engager dans un projet comme celui-là. Eh bien, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est une réalité. La présentation des études de faisabilité à laquelle nous venons d'assister, concrétise effectivement le projet. Si pour d'autres entreprises, il fallait des garanties du genre carré minier avant d'investir, Congo Railway a signé ce partenariat au coût global de 25 milliards de dollars américains à investir en RDC sans aucune garantie exigée et donc une première dans l'histoire de la RDC. Nous sommes très contents que Son Excellence le gouverneur de la Provence a nous reçus avec notre grande délégation allemande et internationale. Nous sommes ici pour la réalisation de le projet de chemin de fer avec notre partenaire ici, la SNCC, mais aussi à l'autre Provence avec la SCTP et aussi le SCUF. Nous sommes la Congo Railway Development AG. C'est l'entreprise créée pour recevoir la concession pour le chemin de fer, la concession pour le pays. Ça s'est fait l'année passée et maintenant, aujourd'hui, nous avons commencé le lancement de l'étude de faisabilité pour le projet. Dans 12 mois, nous finissons les études et nous voulons structurer le projet après et commencer avec les travaux dans le temps moins de 24 mois. Nous sommes sûrs que le premier train roule dans un calendrier de moins de 4 ans. Le gouverneur, son Excellence, soutenir le projet très très fort. Il a déjà fait beaucoup pour le projet et nous sommes sûrs que cette collaboration à la fin donne un très très bon résultat pour la population ici et pour le pays. Ce nouveau pont jeté sur la rivière Mambembo, long de 12 mètres et de 4 mètres de largeur, est la réponse que vient de donner le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, à la population du territoire de Tchéla, qui exploite ce tronçon routier
très difficile par les usagers. Ces coins, depuis longtemps, est resté le grenier de la population des bananes dans les bas fleuves au Congo central. Il remplace le deux poutres qui servaient des traversées, causant fréquemment beaucoup d'accidents de véhicules à chaque faux pas. Construit en béton, armé pour un coût de 52 000 $ américains, cet ouvrage est réalisé en un temps record d'environ 2 mois avec l'expertise de la régie de l'Office des voies des desserts agricoles OVDA et la main-d'œuvre locale du Congo central. Le patron de développement rural, attaché à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer et développer les Congolais visant un milieu rural, est lui-même arrivé sur les lieux pour l'inauguration. Mais plus encore, pour s'imprégner d'autres difficultés des habitants de Tchéla avant d'envisager des solutions idoines. La vision, c'est le désenclavement de tout ce qui est, comment on appelle ça, le grenier de la République. Tchéla, dans le territoire de Tchéla et en particulier le secteur Lubu, c'est le plus grand grenier, on peut dire, de la province du Congo central. Et ces greniers étaient enclavés suite à ces ponts. C'est pour cela que quand l'honorable Mbadou est venu me poser les problèmes, après analyse, on a trouvé qu'il était plus important d'abord de construire les ponts avant de commencer à faire l'entretien. Bien avant la précision technique de l'ingénieur de l'OVDA, chef de chantier, le chef du secteur de Lubouzi et l'administrateur des territoires de Tchéla, en tour à tour, au nom de toute la population, remercier le ministre Guy Mikulu pour cet ouvrage leur offert. Némi, porte-parole Ligue de jeunes du PPRD, vous êtes jeune aujourd'hui, vous voyez des investisseurs qui arrivent dans notre pays après plusieurs années. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que le pays aujourd'hui est ouvert pour recevoir des investisseurs? Il y a une certaine stabilité. Cette alternance qu'a apporté le président Kabila a apporté quand même ses fruits au République démocratique du Congo. Bon, le Congo a toujours été ouvert. On a toujours pris. Lorsque vous parlez d'ouverture du pays, là, vous voulez me dire qu'à l'époque du président Kabila, le pays était renfermé. Il y avait beaucoup d'investisseurs. Non. Il y en avait on prenait part à toutes les cérémonies internationales, des sommets, des sommets d'État. Notre pays était représenté. On prenait part à l'Assemblée générale des Nations Unies. Au niveau de la SADC, on a même pris part à la conférence, je crois, Chine-Afrique. Il y avait des investisseurs, même à l'époque du président Kabila. C'est vrai, à l'époque, on était plus tourné vers la Chine. Vers la Chine. C'était une réalité parce que la Chine fut un très bon partenaire par rapport à nos amis occidentaux. Mais lorsqu'on voit des investisseurs arriver pour les biens du pays, nous nous applaudissons. Et nous souhaitons qu'il y ait de bonnes choses, que ça apporte une très bonne issue. Parce qu'avec notre pays, c'est un pays très vaste, un pays continent, on ne doit pas seulement avoir comme moyen de déplacement le véhicule et l'avion. C'est pas normal. On doit avoir des trains urbains, des trains même qui traversent des villes. Et ça va faciliter les déplacements de personnes et de leurs biens. Henri Morton Staley a d'ailleurs dit, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un pays. C'est impossible. Des pays vastes comme nous, il faut avoir le chemin de fer. Mais avec, le pays est grand, vous l'avez dit, très vaste. Avec ce que nous vivons, il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a des poches d'insécurité. Oui. Est-ce qu'on va délaisser ces zones où il y a des poches d'instabilité pour mettre un peu en avant c'est maintenant la responsabilité des gouvernants. C'est la responsabilité. De sécuriser. C'est la responsabilité du gouvernement, du président de la République, d'accompagner ces projets. C'est un très bon projet. Moi, je soutiens ces projets. Nous, on fait l'opposition républicaine. Ce qui est bon, on applaudit. Ce qui est mauvais, nous combattons. On n'est pas une opposition radicale qui voit tout en noir. Lorsqu'on voit un projet de ce genre, c'est un projet à soutenir et nous souhaitons que ça aboutisse pour que ça améliore un peu le mode de déplacement dans notre pays. Mais quand on disait à l'époque que c'est vous qui bloquez tout ce qui s'est passé, parce que le mot-clé, c'était le FCC qui bloque. Le FCC fait ceci. Tous les ministres FCC ne respectent pas la vision du chef de l'État. Vous bloquez tout, les sorties de fonds et patati. Vous êtes du PPRD, cette ligue, cette jeunesse du PPRD. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous disait cela? C'est à cause de vous que le pays ne marchait pas pendant 2 ans. C'est à cause de vous vous savez, Madame Kimoto, parfois lorsqu'on est conscient de son incompétence,
On cherche des sorciers partout. On voit de sorciers partout. Vous avez eu à recevoir, vous recevez chaque semaine ici, je vois à la télé, je vois de membres de l'UDPS, du cash défiler ici. Il faut leur poser la question. Il ne faut pas parler vaguement que non, le FCC bloque. J'en ai déjà posé, c'est pour ça qu'il vous cite un seul exemple où un ministre FCC, PPRD, a eu à bloquer ou a refusé d'obtempérer aux injonctions du président de la République. Moi, je n'en connais pas. Le Premier ministre qui a refusé, par exemple, d'aller lors de la prestation de serment de... Non, la prestation de serment de juge, c'est vrai, c'était fait de façon irrégulière. C'est même pour... Vous avez lu, je crois, la démission la lettre de démission du président Thabo Mbeki. Il a tout expliqué. Il avait dit ça au président, que c'était illégal, on ne pouvait pas procéder de cette façon-là, il fallait attendre. Mais le président, c'est vrai, il est chef de l'État, il est garant de la nation, il est l'autorité suprême, il a usé de son pouvoir de suprématie, il s'est imposé, il a fait nommer ses juges et puis ils ont prêté serment. Et la vie continue, le pays ne s'était pas arrêté, nous continuons. Mais aujourd'hui, comment vous allez faire cette opposition républicaine avec deux ailes au sein du PPRD? Vous ne parlez plus de la même façon. Madame, il y a plusieurs sons de cloche. Il n'y a pas deux ailes au PPRD. Comment ça? Il n'y a pas deux ailes. Le PPRD est indivisible. L'aile que vous me parlez là, l'aile qui semble faire du bruit, qui semble déranger la presse actuellement là. Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas une seule personne dans ces mouvements-là, dans ces blocs-là, qui a été à la création du parti. D'abord, là, c'est un premier point. Personne parmi ces groupes-là n'est pionnier du PPRD. Personne. D'autres, c'est à peine qu'ils viennent d'adhérer au PPRD, d'autres. Nous, on a fait 10 ans, on a fait 12 ans au PPRD. Et nous connaissons le parti. Nous connaissons ce que disent nos textes, surtout lorsqu'il y a blocage, lorsqu'il y a des problèmes du genre à faire partir nos dirigeants. Comment? Quelle est la procédure? Je ne sais pas un mouvement. Le PPRD, c'est un parti politique organisé, un parti politique structuré, un parti politique qui est régi par des textes. Et tout mouvement qui se dit démocratique, un mouvement légaliste, lorsqu'il y a blocage, on fait quoi? On ne fait pas recours à la violence, on fait recours au texte. Le mot de désignation du secrétaire permanent numéro 1 du parti, à l'époque secrétaire général, parce que il faut dire aussi à nos amis là, ils semblent ignorer cette réalité. Le parti a été, nos statuts plutôt ont été modifiés en 2018, juste avant les élections. On a modifié le statut du parti. On a maintenant donné un rôle apparent au président national, le président Joseph Kabila Kabange. De 2002, 30 mars plutôt 2002, la création du PPRD, jusqu'à 2018, il était initiateur du parti. Mais depuis 2018, il a maintenant un rôle apparent, il est maintenant président du PPRD. Et le parti est géré au quotidien par un secrétaire permanent. Bon, c'est comme un secrétaire général. Et ce secrétaire général est nommé par le président national. Je ne sais pas, en politique... c'est lui qui peut faire partir une personne, c'est lui qui l'avait nommé. Lorsque vous ne l'avez pas nommé, cette personne-là, vous pouvez revendiquer, oui. La meilleure façon à faire, c'était quoi? Il fallait qu'ils écrivent au président national que d'exposer les partis à la place publique. Ce qu'ils font là, il faut qu'on le dise clairement. Ils ont quitté les partis. Ils ne sont plus du parti. Qu'ils s'assument. Et notre pays, c'est un pays démocratique, un pays ouvert. On donne la possibilité à tout le monde de créer son parti. On a des amis qui ont des partis politiques. Ils se disent qu'ils sont majoritaires, ils ont même le courage de parler au nom de la jeunesse du PPRD. Moi, je ne me reconnais pas en eux. Sincèrement, je ne me reconnais pas en eux. Inauguration du pont Tchéla, c'est dans le Congo central, vous avez vu, c'est le ministre du Développement rural Guy Mikulu, un pont de désert agricole, un pont qui a soulevé aussi beaucoup de tollé. Avec le coût, c'était estimé à 52 000 $. Nous avons fait nos petites investigations pour savoir pourquoi ça coûtait ainsi. Et si vous allez sur mes pages Twitter, j'ai essayé de répondre à cette question. Les routes des déserts agricoles. J'y reviens. Vous allez me dire pourquoi je vous reposerai cette question, parce que c'est une chance inouïe d'avoir quelqu'un de l'opposition. Pendant 18 ans, vous avez géré ce pays. Les routes. On connaît les états des routes de l'intérieur, parce que vous avez l'impression de dire Kinshasa, c'est la RDC. Kinshasa, c'est pas la RDC. Non, Kinshasa, pas du tout. La RDC est vaste. C'est vaste, c'est un pays continent. Les routes à l'intérieur des desserts agricoles, on en parle depuis Mobutu. Donnez-nous un exemple d'une route de dessert agricole que vous avez aménagée. Non, mais Madame Kimoto, seulement je ne suis pas...
Non, c'est pas un interrogatoire. Si, un tout petit peu. Non, pas du tout. Puisque quand nous sillonnons les nez, le président Kabila... on vous refile toujours cette question. Vous avez fait 18 ans de Non, mais pouvoir. Vous Madame n'avez Kimoto, pas le droit de parler. Madame Moi, je vous Kimoto, donne ce droit-là. nous sommes ce droit-là de vous exprimer. nous sommes du même coin. Je vous en prie. Nous sommes du même coin, territorial. Nous sommes du même terroir. Avant que le président Kabila n'arrive au pouvoir, combien de temps qu'on y mettait pour aller à Kikwit? Je crois que c'est 2 semaines, je crois. Moi, je me souviens quand on grandissait, chaque semaine, on avait des cousins qui venaient de l'intérieur du pays. Et ils nous disaient que nous, on a fait 2 semaines en route, le véhicule n'arrivait même pas à passer, il y avait trop de... Il n'y avait même pas de trous, mais il y avait des boues partout, et parfois il fallait pousser, tous les passagers descendre pour pousser le véhicule. Et le président Kabila a modernisé cette route. Aujourd'hui, avec nos petits véhicules, on peut démarrer avec vous ici. Et je pense que le lendemain, nous serons à Kikwit. Il y a même des gens qui font des allers-retours. Il faut au moins lui reconnaître ça. Vous savez qu'on peut quitter aujourd'hui de Kinshasa au Kasaï par véhicule. Est-ce qu'avant c'était possible? Nos amis Nowewa ici, de Montar ici, la plupart sont venus par véhicule. La plupart ont fait Kabinda, Chikapa, Kikwiti, et ils sont arrivés ici. Et ils doivent être sincères, dire merci à Kabila. Pour ça. Ils doivent dire merci à Kabila, parce que avant, si Kabila n'avait pas modernisé cette route, on n'aurait pas trop de Wewa ici à Kinshasa. C'est pas un interrogatoire, tranquillisez-vous, mais moi je ne fais que vous donner ce droit à la parole, parce que beaucoup disent vous n'avez plus le droit à la parole, vous ne devez pas parler parce qu'après 18 ans vous n'avez rien. Non, on doit parler, Madame Kimoto, moi je parce vous donne que cet espace pour que vous puissiez... Quand vous parlez de routes et de certes agricoles, la route la nationale numéro 1, Kinshasa jusqu'à Kikwit, c'est une route de dessert agricole. Merci beaucoup. Et c'est une route qui a été modernisée par Joseph Kabila Kabange. Nous devons lui reconnaître ça. Nous allons parler maintenant de 2 points de presse. Le point de presse qui a fait un tollé, c'est le point de presse de Martin Fayoulou. On l'a tous suivi. Il est aussi de l'opposition. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à Némi Kam. Se sont-ils ensemble? Parce que beaucoup disent qu'ils sont maintenant ensemble, comme ils sont de l'opposition. Ce sont des alliés, que Fayou est allié entre guillemets de Kabila. Donc, on va parler c'est un furieux. Voilà, donc, et nous allons avoir aussi la réaction de Franck Diongo par rapport aux propos de Fayou. Martin Fayoulou revient à la charge. Face à la presse, le candidat déchu à la présidentielle de 2018 n'a pas eu de mot tendre pour désigner l'actuel régime. Pour Martin Fayoulou, les institutions en place sont illégales et illégitimes. S'agissant des réformes dont il se réclame la paternité, Martin Fayoulou en veut bien, mais celles-ci doivent se faire en dehors des institutions en place. On ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. On va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand je fais la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayoulou va revenir. Je vous ai dit que aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. C'est lui que le sien appelle affectueusement le soldat du peuple, dit n'est pas désarmé. Martin Fayoulou promet en outre des actions d'envergure afin d'installer véritablement un état de droit basé sur le respect des textes fondamentaux. Félix Tshisekedi est véritablement le reflet de son père par sa manière d'opérer vis-à-vis de ses adversaires politiques pour atteindre l'idéal peuple d'abord. Des affirmations du président du MLP
mu par le devoir de l'histoire. De la même manière que son père a fait fuir le président de la République de la capitale, le renvoyer dans son village lui-même, parce que le maréchal Mobutu était parti à Kawile, à l'Équateur. Tshisekedi, le fils, a fait fuir Kabila de Kinshasa, le renvoyer à son Katanga natal, le fils dans les traces de son père. Au niveau institutionnel, les combats contre les antivaleurs, contre la dictature, doit continuer jusqu'à ce que le pouvoir sera réellement à la portée du peuple congolais. À travers un point de presse ce vendredi, Franck Diongo a tenu aussi à clarifier sur le fait que Martin Fayulu n'a jamais été vrai disciple de Tian Tshisekedi. Ce qui devra l'obliger à cesser de s'identifier au combat de celui que l'on a appelé Sphinx délimité. Comme on était dans la dynamique du président, c'était normal qu'il soit à côté du père. Mais dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs je peux me vous dire, j'invite le peuple qu'on ne plus suivre mon frère, il n'a plus de discours. Moi, à ma sortie de la prison, je suis allé voir Martin. C'est la seule fois que je l'ai vu. Mon frère, la vérité des yeux n'est pas un projet politique. Tika Bilokwana, ils en ont zélaté. Actualité oblige, les surnommés héros vivants n'a pas voulu rester muet face aux nouvelles révélations accablantes autour du double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La justice devra toute son attention à ces rebondissements de fait. Que la justice, toutes les institutions qui ont compétence d'intervenir, puissent intervenir de sorte que on puisse reprendre le procès de Chebeya et Bazana. Somme toute, les actions posées ce jour par Félix Tshisekedi traduisent clairement le couronnement du combat non armé de son père, a conclu le président du parti MLP, Franck Diongo. Némi Kams, vous avez suivi l'opposant Martin Fayulu. Il n'a pas en tout cas été très tendre avec le pouvoir. Hein. Les mots assez durs. Il revient et il insiste toujours que le président est une marionnette, le président est un pantin, et il a ouvert encore le champ et il a dit carrément que c'est le Rwanda qui nous dirige à travers lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui cette histoire du Rwanda, puisque même Kabila, d'ailleurs Kabila on l'a carrément traité de Rwandais, il ne faut pas se voiler la face. Alors pourquoi donne-t-on autant d'importance? Vous êtes une élite de mon pays, nous réfléchissons ensemble. Pourquoi donne-t-on tant d'importance au Rwanda aujourd'hui? Bon, ces propos n'engagent que son auteur. Moi, je sais qu'on est un pays démocratique, un État souverain, un État qui a tous les éléments constitutifs d'un État. On a les gouvernements, on a les instances judiciaires, le Parlement et autres. On a la souveraineté aussi. Je ne vois pas notre pays être dirigé par le Rwanda. Sincèrement, dans la pratique, je ne vois pas. Mais je ne sais pas d'où M. Fayulu tire toutes ces informations. On sent qu'il en parle avec hargne, avec fureur et avec colère même. Et pour moi, ça reflète même de la haine envers le président de la République. Mais moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On doit être républicain. L'esprit républicain, c'est quoi? C'est la reconnaissance aussi des résultats électoraux. Parce que les résultats ont été proclamés par qui? Par les instances habilitées à nous organiser les élections. La CENI a publié les résultats, la Cour constitutionnelle l'avait confirmé, les présidents ont prêté serment, la vie continue. En fait. D'ailleurs, notre candidat aussi, Ramazani Chadari, avait battu une très belle campagne. Ils peuvent aussi faire la même chose, contester les résultats. Je me dis 2 ans après, 2 ans et demi après, il faut déjà chercher comment préparer l'élection prochaine, mais il continue toujours dans la contestation des résultats électoraux. Et 2018, c'est pas normal. C'est nous-mêmes, Congolais, Congolais, qui encensons le Rwanda, c'est ça. Nous nous donnons une importance. Vous êtes de la presse, il fallait nous poser cette question. Il fallait qu'ils vous bondissent des preuves que le Congo est dirigé par le Rwanda. Vous avez dit qu'on a traité les présidents Kabila des Rwandais ici pendant 18 ans. Mais il n'y a aucune preuve que le président Kabila était rwandais. C'est juste par méchanceté, c'est par haine envers sa personne qu'on a monté toutes ces histoires-là. Même si aujourd'hui, même lui-même, M. Fayulu, on a traité je sais pas moi, des Sénégalais comme ça ou quoi là. Oui. Allez-y comprendre. Dans ces pays, lorsque vous prenez de l'ascension dans la vie publique, vous cessez d'être Congolais. Mais vous aussi, vous êtes du peuple d'aujourd'hui. C'est ce mot-là
qui a pris une certaine ampleur chez nous, c'est la haine. Aujourd'hui, quand vous critiquez, vous êtes haineux. Quand vous dites quelque chose qui ne va pas à l'encontre d'une certaine opinion, vous êtes haineux. Vous aussi, du PPRD aujourd'hui, vous emboîtez les pas pour parler de la haine. Donc, vous nous dites aujourd'hui sur ce plateau que Fayoulou n'aime pas Tshisekedi, c'est ça? Il a de la haine? Non, je fais une lecture psychologique de la personne qui parlait dans l'élément que nous venons de suivre là. On sent de la haine, même ses propos. On sent que ce monsieur a de la colère. C'est avec hargne qui sort ces mots de sa bouche. Colère, hargne, mais pourquoi haine? Bon, sûrement pour lui, c'est dit que c'est lui qui a été élu, on a volé sa victoire, il s'est dit ça. Mais moi, je sais qu'un républicain obtempère aux décisions prises par des instances officielles. Lorsque la CENI, la seule institution qui est habilitée à nous organiser les élections, à nous proclamer des résultats, c'est la CENI. Lorsque vous contestez les résultats, vous devez aller à la Cour constitutionnelle avant que la Cour ne confirme ces résultats. Donc, je pense qu'on doit avancer. On doit tourner la page. M. Fayoulou devait, par contre, se préparer pour l'élection de 2023. Chacun ne fait pas une opposition républicaine comme vous. Hein. Peut-être c'est notre façon de faire. Bon, c'est sa façon de faire les choses, mais moi je lui conseillerais d'être républicain. Et la réponse de l'ambassadeur rwandais, c'était du tic-au-tac. Vous comprenez la réaction de cet ambassadeur? Mais en diplomatie, les propos que M. Fayoulou a tenus, ça ne passe pas en diplomatie. C'est pas normal. Nous sommes des États souverains. Aucun État n'est plus né supérieur à l'autre. Même nous et les États-Unis n'est pas supérieur à nous dans la diplomatie. Dans la politique internationale, les États sont égaux. Ok, donc vous comprenez la réaction de cet ambassadeur. Mais vous avez suivi aussi Franck Diongo, qui a fait ce parallélisme de Kawele et de la ferme de Kacha. Et laissez-moi porter... Parce que c'est ça... Là, c'est une théâtralisation de la vie politique. Non, je vous en prie, parce que vous allez répondre. Laissez-moi poser la question calmement. Il a fait cette comparaison, parce qu'en politique, on n'invente pas la roue, rien de nouveau. Mobutu est parti à Kawele vers vraiment la fin de son règne. Et on sait ce qui s'est passé ensuite, l'avenue de l'AFDEL, sa mort, sa fuite d'abord au Maroc, et puis sa mort. Après la prise de pouvoir du président Tshisekedi, 2 ans après, quand il n'y a plus coalition, il est parti, s'est réfugié ou se terrer. Moi, je ne mâche pas mes mots. Vous allez me corriger. Se terrer à sa ferme de Kashamoto ou ce Kashamata, oui. Kashamata. Alobi, Fachi Mouta Kimisie à Kekatanga dans son Katanga natal. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Lubumbashi, j'ai quelqu'un du peu perdre avec moi, on dit que c'est le 04 qui tire les ficelles. Non. Alors, dites-moi, pourquoi ce silence de Kabila? Vous êtes du PPRD, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au PPRD. Pourquoi il ne vous aide pas? Il ne parle pas, il ne dit pas un mot. Madame Kimoto, pourquoi le silence de Kabila dérange autant les gens comme ça? Moi, je me dis, les gens n'ont plus rien à faire. Au lieu de s'occuper de la gestion des affaires de l'État, vous vous intéressez seulement au silence de Kabila. Kabila est redevenu citoyen normal. Il n'est qu'un simple sénateur. Il est libre de ses mouvements, il est libre d'aller où il veut. Et notre président, le président Kabila, le président du PPRD, c'est un fermier. C'est quelqu'un qui a grandi dans ça. Même chez lui, là où il restait à Kingakati, c'est une ferme. Et il est parti à Kashamata, à Lubumbashi, pour des raisons personnelles. Il a ses activités là-bas sûrement. Il est parti se reposer. Il va revenir au moment opportun. Mais son silence, je ne sais pas. En quoi ça dérange le détenteur du pouvoir aujourd'hui? Ils ont tout fait. Ils ont débauché les députés. Ils ont créé leur majorité. Mais pourquoi le silence de Kabila vous dérange autant comme ça? Vous voulez qu'il parle? Mais il a parlé à travers ses collaborateurs directs. Le président Kabila a eu à recevoir le camarade Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. À son retour, le camarade Ramazani Chadari a fait la restitution de ses rencontres avec le président national du parti. Il a reçu toutes les structures statutaires du parti, la Ligue des jeunes, les conseils exécutifs nationaux, la Ligue des femmes, pour leur rapporter ce que le président national l'avait dit. Et le message est clair, il faut qu'on rajeunisse, qu'on rajeunisse la direction du parti, toutes nos instances dirigeantes et décisionnelles, le bureau politique, les gouvernements du parti, les conseils exécutifs nationaux, et même au niveau provincial, nous devons rajeunir le parti, amener de la vivacité, de nouveaux visages dans la direction de notre formation politique, pour séduire davantage le peuple,
Parce qu'aujourd'hui, si le parti s'est rajeuni, je vous assure, Madame Kimutu, nous allons beaucoup gagner en termes de crédibilité dans l'opinion. Là, il faut qu'on se le dise clairement. Et c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, les renouvellements, les rajeunissements de la direction de notre formation politique à tous les niveaux. C'est ce que fait l'autre, non? Pourquoi Mais leur procédure est mauvaise. Ah, c'est seulement la procédure. La procédure est mauvaise. Moi, je mène ces combats depuis 4 ou 5 mois comme ça. Je passe dans toutes les chaînes pour parler de ça, de la restructuration et rajeunissement de la direction du PPRD. Mais tout en maintenant l'équilibre intergénérationnel. Rajeunir le parti, notre parti, le PPRD, ne veut pas dire qu'il faut qu'on enterre tous les vieux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais la fin de cette coalition vous a vraiment affaibli aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Madame Kimutu, pas du tout. Mais pas du tout. Les députés qui ont quitté le FCC, qui sont allés à l'Union Sacrée aujourd'hui. Mais ils l'ont fait à titre personnel. Ils l'ont fait. Ça n'engage pas le FCC. Pas du tout. Ils l'ont fait à titre personnel. Ils l'ont fait pour des raisons lucratives. On va voir après la sortie du gouvernement. Beaucoup vont retourner Kazakh. Beaucoup vont retourner Kazakh après la sortie du gouvernement. Ce sont les gens qui font de la politique pour des postes. Et le président Kabila a eu à dire ça aux gens qu'il a reçus à Kashamata. Il a parlé. Il leur a dit clairement. Allez dire à tout le monde au parti, celui qui fait de la politique pour les postes, il n'a qu'à aller à l'Union Sacrée. Mais celui qui fait de la politique pour des convictions, qui croit en cette idée-là, qui est le PPRD, celui qui veut que ces partis soient pérennisés dans la durée, celui qui veut que ces partis ne disparaissent pas comme le MPR, doit respecter la hiérarchie du parti, la ligne de conduite du parti, et surtout tout faire pour adapter encore le parti aux enjeux du moment. Aujourd'hui, il n'y a plus allégeance à Joseph Kabila. Hein. Comment ça? Puisqu'à un moment, on a vu, vous, les jeunes, les autres, aller faire allégeance à Kingakati, les images circulent. Aujourd'hui, plus d'allégeance, chacun est libre. Aujourd'hui, comme l'a dit le président Fachi, vous êtes libre, vous êtes prisonnier de personne. On a toujours été libre, Madame Kimutu. On a toujours été libre. Chez nous, la démocratie existe. La preuve est que vous voyez, nos camarades font du bruit maintenant au parti. Au niveau du parti, on ne les a pas exclus. Mais eux-mêmes, selon nos statuts, ils se sont déjà auto-exclus. Nous allons maintenant parler de l'arrivée des bus Transco. Hein. Vous avez vu le chef de l'État aller... en tout cas recevoir ces bus-là pour le mettre pour la population, le peuple d'abord, en tout cas une centaine de bus Transco qui va alléger, nous l'espérons, le trafic à Kinshasa. Et nous allons parler de cette zone de libre-échange, parce que je sais que sous Kabila, cette loi n'est jamais passée, mais cette fois-ci c'est passé. Et beaucoup des économistes donnent leur position. Il y en a des pour, il y en a des contre. Et avec Némi Kems, nous allons, en tant qu'élite, il va nous donner un peu son point de vue par rapport à cette zone de libre-échange africaine. « 330 bus sur un total de 440 nouveaux bus Transco seront opérationnels dès ce lundi 15 février. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à la mise en circulation de ses premiers lots du charroi automobile de l'entreprise renouvelée. L'acquisition de ces bus faisant suite d'un contrat signé entre l'État congolais à travers le ministère des Transports et Voies des Communications et les groupes SMT. De marque Volvo, ces bus ont été carrossés par la brésilienne Marco Polo sur base du cahier des charges établi par la société d'exploitation Transco. En présence d'une foule innombrable, fait des militants des partis de l'Union Sacrée avec en tête l'UDPS, au-delà du parterre des autorités congolaises, Didier Manzenga, ministre des Transports et Voies des Communications, après avoir félicité le chef de l'État pour, a-t-il dit, la matérialisation de sa volonté d'améliorer les conditions de mobilité des Kinois, indiqué par ailleurs que la cérémonie de ce samedi s'inscrit dans la série d'actions concrètes de Félix Tshisekedi dans ce secteur. A noter que sur 500 bus acquis au moment du lancement des Transco en 2013, seuls 45 sont encore en circulation dans un état vétuste. Le nouveau parc automobile de Transco vient compléter l'ancien charroi vieux de 8 ans et devrait améliorer de manière très significative les conditions de mobilité dans la capitale Kinshasa. La zone de libre-échange économique continentale, ZLECAf-Ansic, va être un marché commun, un marché sur le continent africain unifié. Tous les continents africains vont pouvoir échanger les biens et services entre eux. Et tous ces pays-là ont signé l'accord et certains pays ont commencé à ratifier, plusieurs pays ont déjà ratifié. Et la RDC aussi a
a commencé le processus au niveau du Parlement pour que la loi qui autorise la ratification soit votée par les deux chambres. Je suis sûr que l'Assemblée nationale avait déjà voté cette loi et transmis les textes au Sénat. Alors, les avantages, c'est d'abord les potentiels qu'il y a à avoir. C'est presque 1 milliard de consommateurs. Donc, les pays, les opérateurs économiques vont aller vendre leurs produits ou leurs services dans d'autres pays africains sans barrières douanières, que ce soit des barrières tarifaires ou non tarifaires. Ça, c'est un grand avantage. L'avantage aussi, c'est attirer les investissements au Congo, attirer la création d'emplois. Donc, il y aura des créations d'emplois parce que ça va créer une zone où les investisseurs peuvent venir installer des usines au Congo pour transformer nos matières premières, surtout que la RDC regorge beaucoup des matières premières qui sont convoitées à travers le monde. Donc il revient à nous, Congolais, au pouvoir public, d'attirer, de mettre en place un bon climat pour que ces gens-là qui ont des capacités d'installation, de production viennent au Congo. Et ça va changer les sociales des Congolais si tout est organisé et que les pouvoirs publics ou l'État soutient les investissements privés au Congo. Némi Kems, le FCC bloqué, hein? Il nous a bloqué Mamoutou. Ah, Bolongwe, coalition est vidée, Tababisi. Non, mais des bus qui ont... Et vous pensez que ces bus-là ont été commandés hier ou sous le président Félix? Ce sont des bus qui ont été commandés par le président Kabila depuis 2017 au Brésil. Comme il y a au pays, dans la gestion des affaires de l'État, il y a la continuité de l'État. Et le président Félix a hérité de cela. Il a hérité les passifs et les actifs du régime Kabila. Okay. Ce sont des bus qui ont été commandés. Depuis 2017, il y avait un projet pour renouveler le bus de Transcorp. Mais beaucoup disent, toujours les mauvaises langues comme les gens du FCC et du PPRD, beaucoup disent, mais c'est bon les bus, mais ça va rouler où? C'est ça, nos routes se sont vraiment détériorées comme pas possible ici à Kinshasa. Moi j'ai toujours été contre le projet de saut de mouton qu'on nous a fait là. Ah. On aurait dû créer des routes intermédiaires avec cet argent. Vous savez qu'on peut quitter de Mongafula à Kimbatseke sans passer par nos routes habituelles, bypass, boulevard Lumumba. Il y a des routes tracées là-bas mais qui ne sont pas asphaltées. On pouvait bien mettre de l'argent construire ces routes-là. Non, il y a 18 ans, non. et les 2 ans du président Félix, moi je n'ai vu que les sauts de mouton, je n'ai rien vu d'autre. Hein. Sérieux. Mais 2 ans, c'est peu, hein, pour... Et quand vous comparez les 18 ans et les 2 ans, c'est pas normal, madame. Il fallait par contre comparer le début de ces deux présidents. Les 2 premières années du président Kabila à la tête de l'État et les 2 premières années du président Félix à la tête de l'État. Comparez les deux dans tous les secteurs de la vie nationale, vous verrez que le président Kabila a été meilleur. Ah, de 2001 à 2003. Les 2 premières années, oui. 2001, le président Kabila arrive au pouvoir. Oui, il accède à la magistrature suprême. Le pays a été molesté, divisé en plusieurs administrations. Je l'ai dit au début de l'émission. Il a pacifié les pays. Non seulement il a pacifié les pays, il a stabilisé la quasi-totalité de notre territoire national. Et après cette pacification, il nous a amené à la démocratisation. Il a vécu pour la première fois les élections démocratiques dans ces pays. En 2006. Hein. C'est pas comme l'élection de votre temps où vous votez le bulletin rouge et vert. Nous, on n'était pas encore nés à l'époque. C'était votre élection, non? Dans les années 70, non, moi, j'ai pas voté, j'étais encore bébé, quoi. Donc... Non, mais c'est votre génération. Hein. On n'est pas de la même génération, c'est votre génération. Mais notre élection à nous, c'était démocratique. On s'est fait inscrire dans le fichier électoral et après on a voté de façon démocratique. On a eu à marquer l'histoire. C'était une première. Je reviens encore. C'est vrai que vous parlez beaucoup de Kabila les 2 premières années. Vous avez fait aussi 2 ans avec le président de la République. Oui. Et beaucoup m'ont dit quand j'ai fait mon live tout à l'heure, comment vous pouvez être avec quelqu'un sans connaître sa vision? Vous dites quelle est la vision du chef de l'État. Et vous étiez avec lui en coalition sans savoir la vision. Je pense qu'il est temps de dire certaines vérités. Je vous en prie. Le président Félix accède aux responsabilités. Le peuple l'élu, il prête serment.
on s'est décidé d'aller en coalition parce que dans notre système politique, le parti majoritaire au Parlement doit contrôler le gouvernement. Normalement, dans la logique des choses, on devait, nous, le FCC, avoir le contrôle de tout le gouvernement, le Premier ministre et tous les ministres, et le président Félix ne devait rester qu'avec la présidence de la République. Mais comme on est bantou, le conciliabule, la familiarité, c'est notre credo, c'est notre habitude séculaire. On s'est dit non, on fait en coalition avec nos amis de l'UDPS, et surtout que nous sommes du même bord idéologique. Madame, ça ne se fait pas en politique. C'est seulement au Congo que vous allez vivre ça. Que deux partis du même bord idéologique n'arrivent pas à faire asseoir une coalition solide. Ça ne se fait pas en politique. Moi, je fais les sciences politiques, je suis même enseignant des sciences politiques. C'est que nous, on a étudié et on enseigne à l'université, c'est pas ça. Je me dis, on a créé un autre système politique ou quoi au Congo? Parce qu'en politique, le soubassement des rapprochements, c'est quoi? C'est l'idéologie. Et cela doit interpeller les intellectuels congolais. Ça ouvre un grand débat politique, parce qu'on doit chercher maintenant à savoir pourquoi la coalition entre deux partis politiques du même bord idéologique, socialiste, n'a pas marché. Je ne me vois pas, moi, membre du PPRD, un parti socialiste, être en coalition avec le MLC. C'est infaisable en démocratie. C'est infaisable, oui, c'est infaisable en politique. Ça ne peut se faire que lorsqu'il y a cohabitation. Mais une coalition des gouvernements ne s'est fait qu'entre les partis qui sont du même bord idéologique. Et moi j'avais applaudi. Moi je crois en 2015, à l'époque avec le professeur Mova comme secrétaire général, une fois je lui avais dit ça, Excellence, mais vous voyez pas qu'un jour nous et l'UDPS on peut aller en coalition. J'avais même posté ça sur Facebook. En 2015. Et quand j'ai vu en 2018 notre leader et le président Félix s'embrasser publiquement, nous montrer ces gestes d'amour, des rapprochements, moi j'avais applaudi, je me suis dit, c'est une très bonne chose. Enfin, nous allons avoir une vraie coalition fondée sur des bases idéologiques. Mais on est déçus de voir comment ça s'est terminé. Et ça prouve que le parti politique congolais ne font pas de la politique sur base des idées, d'idéologie. Sur la base des individus, d'abord des intérêts qui priment. Alors qu'en politique, le soubassement des rapprochements, c'est l'idéologie. La zone de libre-échange, en tant qu'intellectuel de mon pays, c'est favorable pour notre pays? Non, moi je suis nationaliste, je suis contre cette loi-là, parce que cette loi ne va pas nous permettre à renforcer la production locale. On ne sera pas bénéficiaire de cette loi. Ce sont nos pays limitrophes qui vont en bénéficier. Nous sommes un marché le Congo, c'est un marché, oui, un marché vraiment potentiel, un marché potentiel. Et surtout que notre production est vraiment à la baisse. Nos autorités devaient d'abord chercher à renforcer la production locale pour que nous soyons aussi des acteurs majeurs de l'importation et de l'exportation plutôt, et non que nous soyons de potentiels candidats à l'importation. Et cette loi-là va enrichir davantage les États qui nous entourent, qui commencent déjà à faire des avancées en matière de production. Si on voit l'Angola qui fait vraiment de prouesses en termes de production, et puis ils exportent même leur production locale. Et ce n'est pas le cas chez nous. On se fie plus à l'importation, et c'est une loi qui va davantage nous appauvrir. Nous allons prendre l'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu de Chebeya. Vous le savez, RFI est revenu sur ça. Le dossier a rebondi. Et Jonas Tchombela veut qu'on réouvre ce dossier. Voilà, nous allons en parler un tout petit peu. Et l'IGF aussi. Aujourd'hui, les gens disent, à l'époque de Kabila, j'ai quelqu'un de Kabila avec moi, l'IGF ne faisait trembler personne. Aujourd'hui, quand tu sens que l'IGF est derrière toi... Aujourd'hui, l'IGF s'est transformé en parquet. Hein. Nous allons en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'époque, comme on dit, voilà, la phrase me revient, à l'époque de Kabila, on avait peur de l'ANER, et à l'époque de Fachi, on a peur de l'IGF. Plus d'éléments, mesdames et messieurs. L'indépendance de la justice est possible maintenant en République démocratique du Congo, a estimé Jonas Tchombela. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, cette nouvelle révélation sur la mort de Floribert Chebeya et Fidel Bazana facilitera la justice congolaise à découvrir le vrai assassin. Nous avons été désagréablement surpris de ces révélations troublantes. À l'époque, la justice n'a pas bien fonctionné. Certains noms qui étaient cités dans ce procès
comme le général John Numbi, ils n'ont jamais comparé, ni être inquiétés. Même comme renseignants, ils n'ont jamais répondu. C'était inacceptable. C'est pour cette raison qu'avec ces nouvelles indications, la nouvelle justice civile et bien d'autres collègues de la justice civile, nous estimons la rouverture de ce procès à comprendre et à savoir correctement qui avait tué Floribert Chebeya, qui avait tué Fidel Bazana et pourquoi il avait tué. Nous sommes maintenant dans une république qui se bat pour l'état de droit et que la justice est en train de redonner l'image. Donc nous pensons que c'est un défi pour notre justice de rouvrir ce procès pour que nous sachions qui avait tué qui et pourquoi il avait tué. Déjà, nous saluons le chef de l'État dans ses dispositions. Lorsqu'il nous a rencontrés, il nous a laissé entendre qu'il fera beaucoup de choses pour réhabiliter la justice de notre pays. Et le premier pas nous indique que la justice de notre pays est en train d'être réhabilitée. Nous pensons que le regard sur ce procès qui est unique, ce procès qui est emblématique d'un grand militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les autorités de la République, leur implication s'impose. Et ça, nous voulons que le chef de l'État continue sur cet axe-là et que les autorités judiciaires de la République en fassent autant comme ils l'ont fait avec d'autres procès. Rappelons par ailleurs que la révélation sur la mort de Chebeya et Bazana vient de policiers Ergile Ilunga et Alain Kayeye Longwa qui se sont enfouis à l'étranger depuis plusieurs années. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 7 février 2021, la cellule de communication proche de Fifi Masuka dément les accusations selon lesquelles les gouverneurs ad intérim de la province de Lualaba auraient corrompu la délégation de l'UGF qui a récemment séjourné à Kolwezi dans une mission d'audit des recettes publiques. Par ailleurs, ce communiqué précise que la délégation de l'UGF a été au Lualaba sur invitation du gouverneur de province Richard Mouyej et l'édit contrôle a été fait en synergie avec le ministre de Finances. Et Fifi Masuka a juste facilité le travail à cette délégation pour que les ondes d'ombre soient dissipées. Par contre, le gouverneur ad intérim Fifi Masuka est en guerre contre toutes ces anti-valeurs, entre autres le mensonge, la corruption et les vols. Elle bâtit plutôt sa gestion sur des valeurs telles que l'honnêteté et l'amour, renchérit ses communiqués. Signalons que cette mise au point fait suite aux rumeurs accusant Fifi Masuka d'avoir corrompu l'UGF lors de sa mission dans la province de Lualaba. Némi, êtes-vous pour la réouverture de ce procès de Chebeya? Bon, c'est une affaire judiciaire. Hein. Vous savez, les dossiers judiciaires sont très sensibles. Je ne suis pas magistrat, moins encore avocat. Même les avocats ne disent pas sur la place publique le contenu des affaires judiciaires. Voyons voir ce que le magistrat, les instances judiciaires vont prendre comme décision. Nous, on constate juste, on regarde et on n'a pas de commentaire à faire. Cela est arrivé quand même sous Kabila et comme à l'époque, Mabény Sosaki Kabila. Mais je pense que ce dossier-là a été conclu, non? Oui, à un moment, oui, mais bon, avec les nouvelles donnes de la consoeur de RFI, ça fait rebondir le dossier. Et moi, je reviens, j'ai dit à l'époque, tout le mal Congo, c'était Kabila. Si quelqu'un meurt à gauche, c'est Kabila. Si quelqu'un meurt à droite, c'est Kabila. À l'époque, c'était comme ça. Donc, nous attendons la réouverture de ce dossier, peut-être pour... Voyons voir, c'est un dossier judiciaire. Je ne suis pas magistrat. Donc, on verra la réaction de nos instances judiciaires. S'ils vont décider de rouvrir le dossier pour... je ne sais pas moi, clarifier les choses ou quoi, ça serait une bonne chose. Nous, on regarde juste, on n'a pas de commentaire à faire. L'IGF. Apparemment, c'est le nouveau parquet. Hein. Voilà. Beaucoup disent que les gens du FCC ont traversé parce qu'ils ont peur de l'IGF. Ils ont beaucoup de squelettes dans les placards, beaucoup de casseroles qui traînent. Alors, comme ils bombent à quoi, ils ont traversé pour éviter l'épée de l'IGF. Aujourd'hui, vous êtes analyste, froidement, vraiment. Oui. L'IGF aujourd'hui, on a redoré le blason de l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF travaille correctement, il fouine, il donne des résultats et les enquêtes sont ouvertes. Depuis qu'ils ont commencé ce travail-là, dites-moi combien d'argent a été plutôt rendu dans la caisse de l'État. Combien? Parce que lorsqu'on ouvre un dossier pour détournement, l'issue doit être quoi? La condamnation du détourneur et aussi
la récupération de fonds, de l'argent qui avait disparu. On a vu le procès sans jour ici, on nous a parlé des sommes faramineuses, des sommes vertigineuses, madame. On parle de 70 millions, 66 millions. On a même vu un monsieur qui était passé là, qui s'était chamaillé avec le prévenu Caméré, les messieurs qui rédigeaient 50 notes techniques par jour, le super conseiller des chefs de l'État. Il nous a parlé de 66 millions qui étaient détournés. Et ces sommes-là qu'on a brandies publiquement comme ça, à la place, à la télé, partout, tout le monde suivait ce dossier. Dites-moi combien a été récupéré. C'est comme si on a juste... C'est vrai, je ne suis pas contre la justice, il faut que l'état de droit soit vraiment efficace, doit sanctionner les gens qui détournent l'argent de l'État. Là, c'est normal, c'est vraiment réfléchi, c'est une initiative à soutenir. Mais il faut que ça aboutisse aussi à la récupération de l'argent détourné. Si cet argent a été versé dans de biens, on doit récupérer ces biens-là. Ça devient des patrimoines de l'État. J'y reviens. Il ne faut pas qu'on fasse des choses comme si on faisait la chasse aux sorcières. Ah, et lorsque non, madame, là c'est je fais cette analyse d'abord sur le plan d'abord politique. Je me dis, on doit certes ouvrir des enquêtes lorsqu'il y a des soupçons de détournement. C'est normal. L'IGF doit enquêter et faire rapport au président de la République. Et c'est le président à son tour, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais le ministère public et autres, on peut convoquer le prévenu, la personne qui est citée dans l'affaire. Mais l'issue, l'aboutissement doit aussi être la récupération de ces biens. Parce qu'on dit que c'est l'argent de l'État. Si la personne qui est citée dans l'affaire l'a investi dans des biens, on récupère ces biens, ça devient pour l'État. Pendant 18 ans, on y revient, moi. Même si vous ne voulez pas, mais moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a 18 ans à Bangouana. Une impunité qui a battu son plein pendant les 18 ans. Il n'y a pas eu des arrestations aussi. C'est faux. C'est grave ce que vous dites, madame. Non, mais si c'est grave. Quand vous parlez de l'impunité, vous ternissez même l'image du pays. Mais oui, mais c'était ça à l'époque. Non, pas du tout. Pas du tout, madame. On a arrêté qui avec procès, avec tout. Qui a mais nous, on ne faisait pas la chasse aux sorcières, madame. Ah bon? Vous arrêtez quand même. Il y a eu des arrestations vraiment phares. Il y a beaucoup de gens qu'on a arrêtés ici qui ont volé l'argent de l'État. Ah, ok. Il y a eu beaucoup de gens. Mais l'IGF actuel, on n'en parlait pas. L'IGF actuel, ne doit pas confondre sa mission avec celle du parquet. L'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Pas du tout. C'est une inspection générale des finances. Une inspection qui enquête rien que pour des finances. Il y a des soupçons de détournement de l'argent de l'État, l'IGF doit envoyer ses inspecteurs pour enquêter, retracer c'est fait, s'il y a réellement rétablir le fait, s'il y a réellement détournement ou pas. Et puis l'IGF fait son rapport aux instances judiciaires et aussi à la présidence de la République, parce qu'ils sont sous l'autorité du président de la République. Donc l'IGF n'est pas un parquet. On ne peut pas commencer à craindre l'IGF comme si l'IGF était un parquet. Il faut par contre travailler avec amour du pays, parce que lorsqu'on aime le pays, on ne détourne pas, on ne vole pas l'argent. Moi je n'ai pas vu sous Kabila un seul dossier judiciaire ouvert comme le dossier 100 jours. Et le dossier 100 jours, c'est un dossier qui a terni l'image du pays. On s'est dit, sûrement, le président a commencé le travail, on lui souhaitait que de bonnes choses, on avait besoin qu'il réussisse son mandat, parce que c'est le tout premier président de la République après l'alternance pacifique qui a été instituée par notre président Joseph Kabila Kabange. On soutenait le président Tshisekedi, on l'a soutenu. On était très contents. Mais quand on a vu le procès 100 jours, on s'est dit, donc c'est comme ça que ça se passe. Pendant que nous soutenons, il y a des gens qui s'enrichissent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On avait applaudi lorsqu'on a ouvert ces procès-là, 100 jours. C'était bien. Mais il fallait qu'on nous dise aussi après que non, l'argent qui a été détourné, autant de millions, on a eu à récupérer autant. Mais jusqu'aujourd'hui, on a vu que le personne être incarcéré, être condamné, mais l'argent a disparu. Nous allons terminer, nous nous rendons au Parlement, au siège du Parlement. Nous allons terminer par cette pétition contre Sami Ibadibanga et la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale, du nouveau bureau sans les FCC. À part Colette Chomba, que je remercie. Mais elle est du FCC. Elle est du FCC quand même. La seule à être élue. Mais elle est du FCC. Oui, c'est ça, je dis. À part Colette Chomba, pour moi, non, madame, est-ce que
même les gens qui ont traversé, qui sont partis à l'Union Sacrée, ils vous ont dit qu'ils ont quitté le FCC? Ah, bon, ils vous ont dit ça? Je vais vous la reposer tout à l'heure. La rencontre de Monseigneur Ambongo avec le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le tout dernier dossier de cette semaine. Alors qu'il avait échappé de justesse à la pétition qui a défenestré tous ses collègues du bureau, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement fait face à une nouvelle pétition. Maître Willy Wenga soutient que cette pétition contre Sami Badibanga est recevable. Il donne ici les explications sur sa recevabilité. La question de pétition est traitée par les articles 31 du règlement intérieur cadre de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, 28 du règlement intérieur du Sénat. Et lorsque vous voyez ces dispositions-là, vous allez vous rendre compte que les scénarios où l'idée qu'une pétition peut revenir 2 fois n'a pas été prévu. Donc le règlement n'a pas prévu les cas pour ou contre une deuxième pétition si la première pétition échoue. De même, le règlement n'a pas prévu les cas où les mêmes personnes ou voire d'autres sénateurs peuvent faire une deuxième motion ou bien une troisième motion contre la même personne si les premières ne sont pas parvenues à le faire partir. Donc l'hypothèse que les mêmes signataires ne peuvent plus n'est pas dans le deuxième cas. Donc dans le deuxième cas, c'est un autre sénateur qui introduit sa pétition. Et à ce moment-là, dans l'hypothèse de l'article 146 alinéa 3 de la Constitution, comme disposition d'emprunt, ça ne s'applique pas au Sénat. Et partant, la pétition devient recevable. Il convient de rappeler que la pétition contre le premier vice-président du Sénat est l'œuvre d'une sénatrice membre du bureau d'âge. Et cette pétition déposée ce mardi 9 février dernier a récolté près de 60 signatures. C'est au soir de la journée que le bureau définitif de la Chambre basse est arrivé à la résidence du cardinal Laurent Mosengo. Avec à la tête le speaker de l'Assemblée nationale, le bureau Mbosso est venu auprès du président de la célèbre conférence nationale souveraine pour bénéficier de son expertise. Tous ont prêté une oreille attentive aux propos du cardinal Mosengo. Christophe Mbosso revient ici sur le but de leur visite. Il a contribué en tant que cardinal à beaucoup de développement, de règlement de conflits en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé cette institution à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Et il a conduit à un bon port. Il a une grande expérience, une expérience riche à partager avec nous. Nous sommes venus lui demander ses conseils. Et nous sommes venus de lui dire que durant notre mandat, il sera associé à tous les débats. Nous l'informerons de tous les grands débats qui se dérouleront à l'Assemblée nationale et nous demanderons sa contribution. Il était aussi important pour le bureau Mbosso de recevoir un soutien spirituel du clergé catholique, a déclaré le numéro 1 de la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation, au nom du peuple congolais et au nom de l'ensemble des députés de la République démocratique du Congo, de venir nous présenter auprès de lui pour obtenir sa bénédiction, pour lui demander en tant que prince de l'Église de prier pour le pays, de prier pour l'Assemblée nationale. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la soirée. L'équipe Mbosso repart très satisfaite après avoir obtenu la disponibilité du cardinal Mosengo chaque fois que le besoin se fera sentir. Néhémie Kams, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. La visite du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Vous allez rencontrer le patriarche Mosengo qui a été, comme vous le savez, le président de l'Assemblée nationale. Il a tenu d'ailleurs d'abord la conférence nationale souveraine à l'époque, ensuite HCRPT. Son expérience est vraiment à ne pas négliger. Oui, moi je ne peux que reconnaître en cette personne une icône référence et inégalable, parce que je suis d'abord catholique. Il fut
Il ne fuit pas, mais il est toujours mon cardinal. Cardinal, il n'y a pas de cardinal honoraire. Il sera à vie. Okay. Donc, c'est une réserve de la République. C'est une démarche que moi, personnellement, étant catholique, je soutiens. Et surtout que la personne de Mosengo incarne des valeurs de courage, d'honnêteté, d'équité. C'est une personne vraiment que le pays doit à chaque fois faire recours lorsqu'il y a des blocages. Sami Banga. Moi, le rescapé. Le survivant, le désignatif survivant, je l'ai surnommé comme ça. Le survivant. Le survivant. Mais apparemment. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que. On veut le faire tomber aussi. On veut le faire tomber. Pourquoi? Parce que. Bon, c'est une pratique démocratique. Hein. C'est une pratique démocratique. Être de l'union sacrée ne veut pas dire qu'on est intouchable. C'est une pratique démocratique. Des pratiques internes. Des pratiques internes qui se font au Parlement. Nous sommes de l'extérieur, on n'est pas du Parlement, mais on voit comment le jeu démocratique se joue dans le FCC n'est pas partant non plus. Hein, vous allez tomber aussi à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a plus le contrôle du Parlement, il faut qu'on le dise clairement. On n'a qu'une seule camarade qui a été élue au bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'honorable Colette Chomba. Elle a été élue rapporteure adjointe. Elle est toujours du FCC ou pas? Oui, j'étais avec elle avant hier au parti. Elle est toujours du PPRD. Ah, elle n'a pas encore traversé. Traverser pour aller où? À Brazzaville. Elle est toujours du PPRD. Nos camarades qui ont traversé, ce sont, je l'ai redit encore, ce sont des gens qui font de la politique, pas pour des convictions, pas pour des idées. Madame, même le président Félix, il n'est pas bête. Mais lui, il a dit qu'il a besoin de tout le monde. Il les a tendu la main pour un besoin. Et en politique, il faut savoir lire les signes des temps. Lorsque ces besoins-là n'auront plus lieu d'être, ils seront rejetés comme des papiers. Nous sommes en train d'atterrir. Et en politique, il ne faut jamais traverser dans des circonstances pareilles. Si vous voulez adhérer à un parti politique, il faut attendre un moment où il n'y a pas de soupçon lucrative, d'intérêt personnel. Parce que maintenant, vous quittez les PPRD pour adhérer à l'Union sacrée qui a tout le contrôle du pays, le gouvernement, même les entreprises publiques. Vous avez fait la même chose. Donc automatiquement, vous traversez pour vous-même, pas pour le pays. Vous avez fait la même Et si vous posez la question à tous, vous avez fait la même chose. Si vous posez la question à tous nos camarades qui ont traversé là, dites-nous la vision du chef de l'État, c'est quoi? Parce qu'en politique, on est séduit par la vision. C'est la vision qui séduit pour que vous adhérez à un mouvement. Qu'ils vous disent c'est quoi la vision du président Félix. Qui les a séduits pour adhérer à l'Union sacrée. Personne ne vous donnera des arguments solides. Mais nous, on avait une vision. Nous, on avait une vision. Tous les gens qui ont eu à rejoindre le FCC, ce sont des gens qui ont eu à être séduits par notre vision. Et moi, il y a une phrase que je garde du professeur Henri Mouva Sakani. C'est une personne que j'aime beaucoup. Le professeur Mouva nous disait en 2015 qu'il y a des gens qui ont rejoint notre cortège sans savoir la destination de ces cortèges. Si c'était un cortège funèbre ou un cortège de fête. Et arrivés à destination, ils se sont rendus compte que c'était un cortège funèbre et ils sont partis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les gens qui nous ont rejoints sans savoir la destination de notre cortège. La destination et la nature de ces cortèges. Ils vont à l'Union sacrée, oui. Mais pour quelle finalité? Ils vous diront que nous voulons entrer au gouvernement pour servir le pays. Est-ce qu'on sert le pays seulement dans le gouvernement? Le PPRD, nous allons terminer par là. Oui. Message d'espoir. Le parti sera consolidé. Est-ce que vous allez vous mettre ensemble pour trouver une solution on est sortir toujours fort. De cette crise? On est toujours fort. On a connu beaucoup de tumultes, beaucoup de problèmes, mais dans nos faiblesses, on tire toujours une force fracassante pour affronter les enjeux. Et nous sommes lancés actuellement dans la redynamisation et la restructuration ainsi que le rajeunissement de toutes nos instances du parti. C'est ce qui va se faire. Les bureaux politiques aussi seront rajeunis. Et ne soyez pas surpris si vous voyez même dans les prochains jours le parti à sa tête être rajeuni aussi. Et surtout que c'est l'enjeu du moment, c'est le renouvellement. Il faut adapter les partis aux enjeux du moment et aussi le préparer pour les épreuves à venir. Parce que nous avons l'ambition. Quand même, c'est des tendances un jour. C'est vrai que passer dans les médias, c'est bien agréable. Mais est-ce que vous n'allez pas vous mettre autour d'une table, comme on le dit en Afrique, les deux ailes de tendances de ce parti et essayer de parler pour trouver une piste de solution? Il n'y a pas deux tendances au parti, madame. Il n'y a qu'une seule tendance. Le PPRD est un et indivisible. Nos amis qui font du bruit là, moi je leur ai lancé un message ce soir. Ils n'ont qu'à revenir à la raison. La raison c'est quoi? Ce sont nos statuts. Rien de la démarche qu'ils font là n'est statutaire. Nos statuts sont clairs.
D'abord, ce sont des gens qui n'ont pas mandat d'engager les partis. Moins encore la Ligue des jeunes. Ils n'ont pas mandat d'engager la Ligue des jeunes. Qu'ils respectent les statuts. Je ne sais pas, tout mouvement politique a une hiérarchisation des fonctions et aussi une législation. On ne peut pas évoluer sans avoir une autorité dans les partis et sans avoir aussi des textes qui régissent les fonctionnements. Lorsqu'il y a blocage, on ne fait pas recours à la violence, on ne fait pas recours aux menaces, on ne fait pas recours aux insultes. Lorsqu'il y a blocage, on fait recours au texte et dans notre cas, les cas de figure, il faut qu'on fasse recours au texte, on rajeunit les partis, mais tout en maintenant l'équilibre intergénérationnel. Merci, le message est passé. Merci à Némi Kems d'être passé à la barre. Merci en tout cas. C'était vraiment la barre. C'était vraiment la barre. Merci beaucoup, merci en tout cas. Merci à toute mon équipe technique. Merci à vous, mes followers, dans toutes mes pages, dans les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Je profite donc de l'occasion ce dimanche pour souhaiter bon anniversaire à ma petite sœur Linda Kimontou. Merci à toi, merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Karine Kandou. Et je jette des fleurs à 3 députés. Oui. Pour moi qui honore la femme à l'Assemblée nationale. Oui. Permettez-moi, c'est vraiment très subjectif. Colette Chomba la première. Hein? Voilà, j'allais le dire. Merci. Colette Chomba la première. J'allais le dire, laisse-moi le dire. Merci à ces 3 grandes dames pour moi qui honorent vraiment la femme congolaise à l'Assemblée nationale, fidèles à leurs convictions, constantes dans leurs convictions. C'est ce que moi j'apprécie énormément. Bonne année à toi, Colette Chomba. La reine de la questeur adjointe à l'Assemblée nationale. Bonne année à toi, Christelle Vouanga. Et bonne année à toi, Henriette Ouamou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Et on se verra le dimanche prochain. Inch'Allah.